Oui, y aller. La mission, ouais, j'espère. Non, c'est super, merci. Merci. Tous les amis qui veulent être centrales, Bruno, Hugues, Albert. Ben oui, tu vas bien, ça va? Bonne année.
secrétaire d'État aux anciens combattants, Madame la maire de Paris, Madame la présidente du Conseil régional, Monsieur le président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des autorités religieuses, chers amis, bienvenue au 3e dîner annuel du CCAF, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. L'année 2015 aura été pour tous les Arméniens de France une année doublement marquée par l'histoire. Ce fut l'année de la commémoration du 100e anniversaire du génocide qui a donné lieu à des manifestations culturelles, artistiques, historiques et politiques sans précédent. Elles ont permis de rappeler aux consciences le double crime fait aux Arméniens, celui du génocide et celui du négationnisme d'État de la Turquie. Vous étiez des nôtres, Monsieur le Président, il y a un an. Et nous avons tous en mémoire votre voyage en Arménie à l'occasion des commémorations officielles du 24 avril, symbole fort du lien qui unit la République aux Arméniens. L'année 2015, pour nous tous Français, d'origine arménienne ou pas, aura été bien sûr aussi marquée par l'histoire tragique qu'a vécu notre pays, avec les attentats de janvier, puis de novembre, commis par des fanatiques islamistes au nom de la haine de la France et de ses valeurs. Des valeurs que nos grands-parents, migrants, qui ont trouvé refuge ici, ont adoptées, épousées, respectées, fiers qu'ils étaient, malgré toutes leurs difficultés, d'être les enfants de cette République, fiers qu'ils étaient de devenir, par leur citoyenneté, les héritiers, à part égale avec tous les autres Français, de ses lumières, de ses valeurs, de sa culture et de son histoire, sans rien renier de leur mémoire. En 2015, je crois pouvoir dire que les Arméniens n'ont jamais été autant français parce qu'arméniens et autant arméniens parce que français, doublement épris de liberté et de justice, doublement fidèles à eux-mêmes, à leur histoire, à la République et à notre histoire. Je suis très heureuse de pouvoir l'exprimer ce soir, et puisque c'est encore la période des vœux, je vous souhaite à tous une excellente année 2016. Monsieur Mourad Papazian et Monsieur Aratan Aton, je voulais demander l'ordre de co-présidents du CCAF. Monsieur Mourad Papazian et Monsieur Aratan Aton, je voulais l'ordre de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous pressentions que l'année 2015, celle des sortants du génocide, allait être difficile à vivre. Nous appréhendions d'autant plus ce rendez-vous avec nos 1,5 million d'aïeux assassinés que la persécution actuelle des chrétiens d'Orient, des Assyro-Chaldéens, des Kurdes, des Yézidis, des Arméniens et des Grecs faisait écho, toute proportion gardée, aux crimes contre l'humanité que nous nous apprêtions à commémorer. Mais nous ne savions pas que ce tragique de répétition, pour reprendre l'expression d'Alain Finkielkraut, viendrait nous rattraper jusqu'en France, et que le djihadisme irait frapper d'une manière aussi terrifiante nos concitoyens, et plus particulièrement la jeunesse, notre jeunesse, toute confession et toute opinion confondue, à la terrasse des cafés, dans un train ou dans une salle de concert. Pouvait-il en être autrement, ce terrible télescopage entre les atrocités d'hier et celles d'aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, nous a conforté dans la conviction que le combat contre la barbarie ne se divisait pas, et qu'il y avait bien un fil conducteur entre nos combats pour la reconnaissance par la Turquie du génocide de 1915, notre lutte contre le négationnisme, notre attachement à l'Arménie et à la République du Haut-Karabakh, toujours menacée, et notre appartenance à la France et à la République. Ce dénominateur commun, c'est l'adhésion à ce socle de valeurs qui s'enracine dans la promotion du progrès et la défense des droits de l'homme, au premier rang desquels figure le respect de la vie humaine. Des droits encore à conquérir, hélas, pour le monde arménien, qui paye très chèrement au Caucase comme au Moyen-Orient,
une identité culturelle assimilée à tout ce que l'obscurantisme déteste, l'aspiration au progrès, à la liberté, à la démocratie, à l'égalité homme-femme, n'est-il pas étrange de devoir le préciser? C'est notamment vrai pour notre République du Haut-Karabakh, terre de résistance qui ne représente pas seulement un des tout derniers territoires arméniens en vie de la région, mais qui est aussi, du point de vue de nos valeurs et de notre défense, au sens large, un véritable verrou géostratégique qu'il faut renforcer et non pénaliser avec des mesures ou je ne sais quelle circulaire qui tendrait à accroître son isolement. Car comment ne pas l'évoquer, chers amis, 100 ans après le génocide, les forces qui avaient concouru à la disparition du peuple arménien conspirent toujours à sa perte. Le négationnisme reste une priorité de la politique étrangère de la Turquie. Et l'Azerbaïdjan, qui affirme former avec cette dernière 2 États pour un même peuple, s'est engagé avec l'argent du pétrole dans une course folle aux armements qui ne fait pas mystère de sa finalité. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, 100 ans après le génocide, une épée de Damoclès reste suspendue au-dessus de la tête des Arméniens. Le temps, ce grand maître qui règle bien les choses, disait Corneille, ne s'est en l'occurrence avéré d'aucun secours. Le temps n'a pas le pouvoir de changer la nature des crimes imprescriptibles, ni d'effacer ce qui a été. Il ne fait au contraire qu'envenimer les conflits non résolus et rendre plus impérieuse encore l'exigence de justice. Notre ami Serge Klarsfeld a déclaré que l'impunité de la Turquie pour le génocide de 1915 a rendu possible l'extermination des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait ajouter qu'elle n'est pas étrangère non plus, cette impunité, aux atrocités d'aujourd'hui. Nous sommes inquiets. Et comment ne le serions-nous pas quand il semble que l'Europe non seulement ne s'instruit pas des leçons du passé, mais va même jusqu'à confier la garde de ses frontières à une Turquie qui ne cesse de s'éloigner de ses valeurs. On nous annonce même une relance des négociations pour l'adhésion de cet État à l'Union européenne. Le CCAF s'est exprimé sur cette question en soulignant l'incompatibilité irréductible entre l'existence en Europe de communautés arméniennes issues des rescapés du génocide et l'intégration à ces structures dirigeantes, à ces centres de décision d'une Turquie négationniste et donc complice et solidaire du génocide. Comment pourrait-il en être autrement ? Monsieur le Président de la République, le CCAF ne peut prétendre peser d'un poids exceptionnel sur le marché, même si l'horizon semble s'éclaircir de ce côté-là avec la levée des sanctions contre l'Iran. Mais il a peut-être quelques légitimités à en appeler aux droits de l'homme, en particulier à propos du combat contre le négationnisme du génocide arménien, qui en est le stade suprême, pour reprendre l'expression de Bernard-Henri Lévy. En ce domaine, la pénalisation de ce fléau répondra non seulement au besoin de mieux protéger notre communauté en France, elle permettra aussi d'élever la norme de résistance face au phénomène génocidaire. Le message qui en découle est loin d'être insignifiant dans le contexte géopolitique actuel, tant en ce qui concerne les enjeux moyen-orientaux qu'européens à l'égard d'Ankara, d'autant que tout est lié et que la voix de la France, cet héritage que nous sommes reconnaissants d'avoir reçu, et fiers d'endosser, cette voix à laquelle nos anciens du groupe Manouchian, morts pour elle, avaient prêté leurs accents étrangers, ces Arméniens, ces Juifs polonais, ces Espagnols, ces Italiens, d'autant que cette voix de la France, disais-je en pensant à Jaurès, n'est jamais plus écoutée et puissante que lorsqu'elle combat pour la justice. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous avons voulu placer ce dîner du CCAF sous la thématique des Arméniens dans la République.
Arméniens de France, Français d'origine arménienne, Arméniens en France. Les Français d'origine arménienne sont des Français qui défendent une cause, qui cultivent leur mémoire, qui vivent leur double identité avec fierté. Fierté d'être français, fierté d'être arménien. Des citoyens qui n'oublient pas leurs racines, qui vivent avec la mémoire de l'Arménie. Les citoyens français sont des citoyens exemplaires. Ils sont l'exemple d'une intégration réussie. La règle fondamentale qui a été au centre de notre éducation est la loyauté absolue vis-à-vis de la République française. Et les générations qui se sont succédées n'ont jamais oublié ce principe fondateur de la communauté arménienne en France. Remercier la République, respecter la République, choyer la République, parce qu'elle est notre bien commun, elle est notre maison commune, et nous sommes tous ensemble, les fondations de la Maison France. Une maison pour tous qui a eu la particularité d'être une terre d'accueil. Mais une terre d'accueil, ça se cultive, ça se fleurit, ça s'arrose, ça se soigne. Et c'est tous ensemble, dans le respect des diversités de chacun, que nous devons réenchanter la République dans un mouvement de liberté, d'égalité et de fraternité. Jamais cette devise n'a été aussi forte qu'aujourd'hui. Oui, lorsque la France souffre, nous souffrons. Lorsque la France saigne, nous saignons. Lorsque la France pleure, nous pleurons, parce que nous sommes la France. Au lendemain des commémorations du 100e anniversaire du génocide arménien, nous avons besoin que la France, notre pays, soit à nos côtés, vraiment à nos côtés, pleinement à nos côtés, entièrement à nos côtés. Parce qu'aujourd'hui, 100 ans après le crime, je veux vous le dire simplement, mais clairement, nous avons besoin de la République. Face au négationnisme de l'État turc qui refuse de reconnaître la réalité du génocide des Arméniens, oui, nous avons besoin de la République. Besoin d'être choyés par la République. Besoin d'être protégés par la République. Besoin que la République prenne ses responsabilités en refusant qu'un crime de génocide soit nié sur son territoire. Comme cela a été fait avec la très belle loi Guesso, qui pénalise la négation de la Shoah. Il n'est plus possible que 100 ans après le crime, la stratégie du négationnisme soit encore exercée. Le mensonge et l'instrumentalisation ne doivent pas l'emporter sur la vérité et sur la justice. Il est temps aujourd'hui, grand temps même, 100 ans après, que la vérité soit respectée. Victor Hugo disait « La vérité est une et n'a pas de rayon divergent. Elle n'a qu'un synonyme, la justice. » C'est cette justice qui est notre moteur. Et nous comptons sur vous, Monsieur le Président de la République, pour que votre engagement soit respecté. L'engagement que vous avez pris de faire voter un texte sanctionnant les négationnistes du génocide des Arméniens. Nous portons ce combat ensemble depuis quelques années déjà. Mais nous ne pouvons comprendre que depuis, le chemin n'ait pas été trouvé. Et évidemment, certains d'entre nous peuvent, et très légitimement, se poser la question de la sincérité de l'engagement, alors que d'autres sont intimement convaincus, parce qu'ils vous connaissent depuis longtemps, que vous le respecterez. Moi, je fais partie de ceux qui ne doutent pas. Je fais partie de ceux qui croient en vous, parce que je vous connais depuis longtemps, parce que nous avons mené ce combat ensemble, parce que nous avons longuement échangé sur cette question comme sur d'autres. Je fais partie de ceux qui croient que la France ne serait pas la France si elle permettait aux bourreaux
d'avoir raison contre les victimes, si elle permettait au mensonge de triompher contre la vérité. Non, je suis convaincu que la France saura prendre une décision de justice. Mais je ferai partie de ceux qui ne comprendraient pas si cette loi antinégationniste n'était pas adoptée. C'est une obsession au sein de la communauté des Français d'origine arménienne pour qui cela est devenu un enjeu majeur, avec la question de la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh qui vivent depuis plus de 20 ans avec une épée de Damoclès sur la tête. Il faut se rendre sur place pour bien comprendre le danger des agressions permanentes. Le cessez-le-feu est violé entre 5 000 et 10 000 fois par an depuis 1994. Il faut regarder les jeunes Arméniens du Haut-Karabakh dans les yeux pour comprendre qu'ils ont soif d'avenir et de sécurité, qu'ils voudraient envisager une vie normale dans la paix et construire un avenir pour eux et pour leurs enfants. Et cet avenir, nous le voulons avec eux, pour eux. Parce que la solidarité a un sens. Parce que nous ne pouvons pas laisser ce petit territoire comme cela. La guerre peut éclater à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, entre nous, 5 000 à 10 000 violations de cessez-le-feu par an, c'est la guerre. Il est temps aujourd'hui, après 21 ans de négationnisme, de négociation, de trouver là aussi le chemin de la paix. Et pourquoi pas, Monsieur le Président, sous l'impulsion de la France, qui a un coprésident au groupe de Minsk et qui pourrait jouer un rôle déterminant pour l'établissement d'une paix au Karabakh. Le groupe de Minsk est le seul cadre possible pour installer la paix dans cette région. Quelques délégations parlementaires sont allées au Karabakh. Bruno Leroux et Jean-Marc Germain se sont rendus sur place, jusque sur la ligne de front. Ils ont pu se rendre compte de l'espoir que suscite la France auprès de la population en général et de la jeunesse en particulier. Mais en réalité, toutes les populations ont intérêt à un règlement du conflit, bien évidemment y compris les populations azéries. 28 ans après le début de la guerre, le temps de la paix est arrivé. La France, la Russie et les États-Unis doivent trouver en 2016 la solution de paix qui doit faire consensus. Et je veux penser aussi, bien évidemment, aux Arméniens de Syrie, qui vivent un cauchemar depuis plus de 4 ans, et plus globalement aux chrétiens d'Orient. Les minorités ne peuvent survivre face à un conflit de cette intensité et face à la barbarie des djihadistes, qu'ils soient de Daesh, d'Al-Qaïda ou d'Al-Nusra. Ils ont frappé à Paris en 2015 et ils frappent au Moyen-Orient depuis plus de 4 ans. Il n'y a pas de possibilité de survie pour les chrétiens, sauf à bénéficier d'un soutien international d'urgence. 2015 a été l'année de la mémoire, du souvenir et des revendications du peuple arménien. En 2015, Monsieur le Président de la République, nous avons été fiers de vous et de votre engagement, tant en France qu'en Arménie. Vous avez, au nom de la France, honoré la mémoire du peuple arménien de manière exceptionnelle. En 2016, les 500 000 Français d'origine arménienne
vous regarde, vous observe pour savoir si vous ferez les gestes qu'ils appellent de leurs vœux les plus chers. Je vous en remercie. Monsieur le Président de la République, la parole est à vous. Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la maire de Paris, Madame la présidente du Conseil régional, Messieurs les responsables du CCAF, Mesdames, Messieurs, je vous retrouve donc aujourd'hui pour ce dîner qui est devenu une tradition puisque ça fait déjà 3 ans. Et en France, 3 ans, c'est déjà un rite. Et il est sans doute vraisemblable que d'année en année, vous rassemblerez ici responsables politiques, responsables économiques et responsables associatifs qui partagent avec vous une cause qui n'est pas la cause arménienne, qui est la cause de la justice. L'année dernière, je vous annonçais en venant à votre dîner que je serai à Erevan pour le centenaire du génocide. Je sais ce qu'a représenté cet événement pour vous, pour tous les Arméniens du monde, à la fois pour le travail de mémoire et pour la reconnaissance internationale du génocide arménien. Je salue votre combat parce que je le partage. Je l'ai soutenu avant de devenir président de la République, avec d'autres qui sont ici, et je continue à ma place à défendre ce que je considère être la justice. Ce centenaire a correspondu, hélas, à d'autres tragédies, comme si il fallait, pour évoquer des massacres, que d'autres se produisent au même moment. D'abord, les attentats à Paris, en janvier, puis en novembre. Et je n'oublie pas ceux dont on a moins parlé parce qu'ils n'ont pas fait de victimes, mais qui ont été empêchés. Je salue là M. Bougalian, qui était dans le Thalys. Qui a été blessé par le terroriste qui voulait sans doute faire des actes de barbarie dans ce train. Ce Bougalian a été sauvé par un soldat américain qui voyageait et qui, avec l'épouse de M. Bougalian, lui a apporté les premiers soins et lui ont permis d'être ici aujourd'hui. Citoyen d'origine arménienne dans un train qui aurait pu être celui d'un autre acte barbare. Et puis d'autres tragédies sont venues dans cette année 2015. Tragédie de ces réfugiés, de ces familles déplacées, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui quittaient la Syrie, l'Irak ou la Turquie pour rejoindre l'Europe au prix souvent de leur propre vie. Terribles images pour vous, qui, plus que d'autres, pouvaient comprendre ce qu'elles représentaient. Parce que c'était des images, c'était des faits qui s'étaient déjà produits et qui, finalement, avaient concerné les Arméniens.
La peur, l'exode, le refuge, voilà des mots qui pour vous signifient bien plus que pour d'autres. Des drames qui font écho à votre propre histoire, à celle de vos familles, mais aussi à notre histoire commune, l'histoire de France. Parce que la France a toujours été un pays qui a fait droit à l'asile et qui a permis à beaucoup de familles perdues, mais éperdues de liberté, de trouver un pays où s'établir. La France, notre France, votre France, fut pour de nombreux Arméniens plus qu'une terre d'asile, mais une patrie d'adoption. Les Arméniens ont fait plus que s'intégrer. Ils ont donné parfois leur vie à leur pays, appelés pendant des conflits, ceux du XXe siècle, à servir la France. Ils ont versé leur sang pour que la France, cette France qui les avait accueillis, puisse être libre. Et si la France fut pour les Arméniens un refuge, les Arméniens furent pour la France une chance. Nous sommes l'un des pays d'accueil de ce qu'on appelle la diaspora arménienne, troisième en nombre. Et nous sommes heureux et fiers d'être ce pays-là, la France. Et aujourd'hui, c'est en souvenir de cette période que nous devons agir avec nos partenaires européens pour traiter avec humanité et responsabilité ces femmes, ces hommes, ces enfants qui aujourd'hui, une fois encore, font appel à nous, parce qu'ils fuient la guerre et la terreur. Il y a effectivement des répétitions dans l'histoire, comme si les fatalités s'acharnaient sur les mêmes hommes, les mêmes femmes, à plusieurs générations de distance, et sur les mêmes lieux. Ce qui m'avait frappé, je l'avais dit à Erevan, c'est que ces familles qui quittent parce qu'elles y sont obligées, parce qu'elles fuient les massacres, elles viennent d'où? D'Alep, de Deir ez-Zor, là où le génocide arménien s'est, si je puis dire, achevé. Et donc, nous devons, pour toutes ces familles, et j'allais dire quelle que soit leur religion, leur faire le meilleur accueil possible, dès lors qu'elles revendiquent le droit d'asile. Il y a dans cette tragédie d'autres tragédies, et notamment, elles ont été rappelées, celle des chrétiens d'Orient, et toujours des Arméniens. Comme si, là encore, il fallait que ce soit les mêmes qui payent le plus lourd tribut aux guerres, aux conflits et aux haines. J'étais à Erevan le vendredi 24 avril 2015. Je vous représentais, pas vous, je représentais la France. Je vous en avais fait la promesse, j'y étais. J'étais aux côtés du président de l'Arménie, d'autres chefs d'État, pas si nombreux que ça, d'où la nécessité de poursuivre la lutte pour la reconnaissance internationale du génocide. J'étais sur cette colline, que vous connaissez bien, face à la ville d'Erevan, face au mont Abra. J'ai déposé un œillet au mémorial du génocide devant la flamme qui symbolise les centaines de milliers de victimes. Je me suis recueilli pendant la minute de silence. Et j'ai pensé à vous, parce que vous-même, vous étiez dans le recueillement. Et vous étiez devant les monuments érigés partout en France à la mémoire des victimes du génocide arménien. Nous étions, d'une certaine façon, ensemble dans ce moment d'émotion. Des centaines d'événements ont été organisés durant l'année 2015, partout dans le monde. Des expositions, des concerts, des pièces de théâtre, des festivals ont rappelé tout ce que le peuple arménien a pu apporter au monde, et ici, à la France. Il y a eu de nombreuses manifestations intellectuelles, ce qu'on appelle des colloques, qui ont joué leur rôle. Je pense notamment à celui qui s'est tenu en mars 2015 à la Sorbonne, pour dresser le bilan de 100 ans de recherche sur les génocides arméniens.
parce qu'on ne sait pas encore tout sur le génocide, et parce que certains s'acharnent à en dissimuler la réalité, à en détruire les preuves. Il y avait là, dans ce colloque, des historiens du monde entier, et notamment de Turquie et d'Arménie. Je dis bien de Turquie et d'Arménie. Et ils ont pu témoigner des progrès réalisés dans la connaissance du génocide. Et je veux ici affirmer le rôle irremplaçable de la recherche pour construire une mémoire partagée et apaisée. Ce sont les historiens qui sont les gardiens de la mémoire du génocide, dès lors qu'il n'y a plus de témoins. Il nous faut donc ne jamais oublier les faits, connaître les causes, pour que jamais les conséquences ne puissent s'effacer. Les historiens n'établissent aucun procès. Ils ne condamnent pas les vivants au nom des morts. Ils nous aident, et c'est ce qu'on leur demande, à nommer ce qui a été, et à comprendre comment une tragédie comme le génocide arménien a pu arriver, et comment d'autres peuvent se préparer. Nommer ce qui a été, c'est ce que la République française a fait, en adoptant la loi du 29 janvier 2001, qui a reconnu enfin la réalité du génocide arménien. Je remercie d'ailleurs tous les parlementaires, beaucoup sont là, qui étaient ce jour-là à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais le Parlement devait décider en dernière lecture, et qui ont permis l'adoption de cette loi. Ce fut un long combat. On croit toujours que parce qu'une loi a été adoptée, ce fut chose facile. Non, il a fallu des années, que dis-je des années, des décennies pour en arriver là. Il n'y avait même pas ceux qui voulaient nier le génocide, mais qui considéraient que ce n'était pas à un Parlement d'en décider. Il y avait aussi, j'ai pu les entendre, des historiens qui disaient que les parlementaires ne devaient pas faire œuvre historique, mais il ne s'agissait pas de cela. En reconnaissant le génocide arménien, il y avait non seulement une position qui était prise, et qui allait au-delà même de la France, mais il y avait déjà la nécessité de lutter contre le négationnisme de ce génocide. C'était évidemment contenu dans cette loi, pour que nul ne puisse nier, contester les faits. Cette loi, donc, elle n'était pas simplement une satisfaction, un aboutissement, elle était un commencement. C'était il y a exactement 15 ans. Il ne s'agissait pas d'établir une vérité officielle, il s'agit, c'est d'énoncer une réalité et de lutter contre le négationnisme. Car le négationnisme, il existe. Alors, je sais la déception qui a été la vôtre, qui a été la nôtre, en février 2012, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à notre texte fondamental une loi qui avait été votée sans doute dans la hâte, dans l'urgence. Nous étions à la veille d'une consultation électorale et qui n'avait pas donc toute la force juridique pour être reconnue conforme à notre Constitution. Depuis cette date, 2012, la France n'est pas restée inactive. Elle a soutenu, dans une procédure compliquée, ce qu'on appelle l'affaire Perrinchek, elle a soutenu la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'il puisse y avoir une voie juridique pour que le négationnisme ne puisse pas prospérer. Nous n'avons pas obtenu, de ce point de vue, satisfaction. Et alors, nous devons continuer. Car je veux que nous n'allions pas dans le sens des proclamations, elles sont si simples dans ce type de soirée. Je veux que nous puissions aboutir. C'est-à-dire que nous puissions agir dans le cadre du droit. Le droit, la Constitution, les engagements internationaux de la France, ce sont des textes qui nous obligent. Et c'est dans leurs limites que nous devons organiser la réponse. Une loi, si elle était votée, qui serait de nouveau censurée par le Conseil constitutionnel, ou qui vaudrait à la France d'être condamnée
à son tour par la Cour européenne des droits de l'homme, mais ce serait un échec terrible pour notre pays et pour la cause arménienne, puisque ce serait une victoire du négationnisme. Alors, nous devons prendre des initiatives dans le cadre du droit. J'ai demandé à Jean-Paul Costa, qui est ici présent, l'un de nos plus grands juristes, conseiller d'État, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, connaissant parfaitement la jurisprudence européenne, de chercher dans notre droit quelle voie solide, incontestable, permettrait de protéger la mémoire. Il va faire son travail dans un délai très court, car c'est sur la base de ses conclusions qui nous donneront cette garantie que nous pourrons prendre une initiative sur le plan législatif qui ne nous vaudra aucune contestation. Parce que c'est le but. C'est d'aboutir. Ce n'est pas de promettre à chaque fois une nouvelle loi qui serait à chaque fois contestée. C'est de faire la loi et de la rendre conforme à nos textes fondamentaux. On nous dira, mais pourquoi cet acharnement qui n'a d'ailleurs rien à voir avec les consultations électorales? Car laissons-nous de ce type de discussion ou de raisonnement. Nous devons agir au-delà même des échéances. Et de ce point de vue, qu'il y ait une continuité, qu'il y ait cette diversité des sensibilités est la meilleure chance pour aboutir. L'enjeu, ce n'est pas de nous acharner, ce n'est pas de vouloir satisfaire une revendication que j'ai moi-même portée. L'enjeu, c'est de réconcilier. C'est pourquoi l'Arménie comme la Turquie trouveront toujours la France à leur côté pour les aider à progresser dans la voie du dialogue. C'est le message que j'avais délivré ici l'année dernière, c'est le message que j'ai porté à Ankara en janvier 2014, message que j'ai répété à Erevan le 24 avril, et depuis, des initiatives ont été prises, des paroles ont été prononcées, des démarches ont été engagées, et je pense notamment à ces milliers de personnes qui se sont rassemblées le 24 avril dernier à Istanbul, et qui venaient de France, d'Arménie et de Turquie. Il en fallait du courage pour y être. Les attentes de la part des autorités turques demeurent fortes. Et je me souviens de cette parole de Hrant Dink, qui rêvait au jour où l'eau creusera de nouveaux sourcils, qui militait pour que ces peuples proches ne soient plus des voisins lointains, et qu'il a payé de sa vie. J'ai la conviction aussi, et c'est le rôle de la France de le dire, que la réouverture de la frontière terrestre entre la Turquie et l'Arménie serait un grand progrès dans l'esprit des engagements qui ont été pris à Zurich en 2009. Et puis, il y a la situation du Haut-Karabakh, et qui continue de faire des victimes chaque mois. Parce que chaque mois, nous devons, que ce soit du côté Azerbaïdjan ou du côté Arménie, relever des soldats morts, ou même des victimes civiles. La France exerce la coprésidence du groupe de Minsk, aux côtés des États-Unis et de la Russie. La France agit pour rapprocher les deux parties. J'ai moi-même organisé un sommet avec les deux présidents, Arménie et Azerbaïdjan, à Paris en octobre 2014. J'y ai passé une bonne partie de la nuit, sans aboutir. Mais c'est toujours dans ce cadre que je poursuis mes efforts de médiation. Et c'est ainsi que je me suis rendu à Bakou en 2015, comme je me suis rendu à Erevan, pour la commémoration du génocide arménien. Les présidents Sarkissian et Aliyev se sont rencontrés à Berne le 19 décembre dernier. Et
je vous annonce que je suis prêt à reprendre une initiative au titre justement de la coprésidence du groupe de Minsk, et en parfait accord avec les États-Unis et la Russie, pour chercher encore une solution. Les points de vue ne sont pas si éloignés, et ils doivent à un moment aboutir. Il n'est pas possible que 20 ans après, nous soyons dans un état de guerre, et que des territoires soient encore contestés. Donc il y a nécessité de trouver un aboutissement. Et puis, il y a la situation humanitaire. La France vient de verser une contribution volontaire, elle n'est pas élevée, 300 000 €, au Comité international de la Croix-Rouge. Et ce que je voudrais, c'est que sous la supervision du CICR, donc de la Croix-Rouge, nous ayons toutes les données disponibles sur les disparus du conflit, pour en permettre d'en terminer avec la cruelle incertitude dans laquelle sont restées tant de familles depuis le cessez-le-feu de 1994 au Canada. L'avenir de l'Arménie passe aussi par l'Europe et par le développement de son partenariat avec l'Union européenne. Il a fallu trouver, je me suis employé, une solution pour associer l'Arménie alors même qu'il n'y a pas d'accord d'association avec l'Europe. Mais j'ai dit à mes amis européens qu'il n'était pas possible, si l'on faisait un accord d'association, mais c'est bien, avec l'Ukraine, avec la Géorgie, avec la Moldavie, et qu'on laisse l'Arménie de côté. L'Arménie, elle doit être aussi dans une perspective européenne. Elle y est prête. Les négociations ont été lancées le 7 décembre à Bruxelles en vue de la signature d'un accord cadre, et la France continuera à soutenir cette démarche. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'étais venu vous dire ce soir, dans un contexte qui reste lourd pour le monde. Vous avez rappelé ce qui se passait en Syrie et en Irak. C'est vrai, il y a quelques heures à peine, j'étais avec le président Rouhani. Et j'appelais à ce que tous les pays de la région fassent pression pour que cette négociation qui est attendue à Genève puisse se faire. Pour qu'il puisse y avoir un processus politique, une transition qui fasse que nous puissions lutter contre le terrorisme, parce que notre ennemi, c'est le terrorisme, Daesh, Al-Nosra, Al-Qaïda, et qu'en même temps, nous puissions trouver une solution pour la Syrie. Il était important de recevoir le président de l'Iran, même si nous avons des divergences. Important parce que nous devons faire en sorte que tous les pays soient impliqués. Et aujourd'hui, je pense que 2016 doit être l'année où des solutions doivent être trouvées et où la lutte contre le terrorisme doit avoir des succès qui permettent de libérer une population asservie. Mais en m'adressant à vous aujourd'hui, je parle aussi à notre peuple qui a été visé, durement visé. Sa culture, son mode de vie, sa jeunesse à Paris, ce qu'elle représentait aussi au plan d'une compétition sportive au Stade de France. Oui, nous aussi, nous sommes concernés par les dégâts du monde. Nous ne pouvons pas nous isoler, penser que ces questions ne concernent que les autres. Nous sommes en plus particulièrement visés, nous, la France, parce que nous sommes un pays de liberté. Je viens aussi d'Inde, pas de rapport, sauf que l'Inde aussi est victime du terrorisme. L'Inde fêtait sa constitution. Dans la constitution de l'Inde, il y a l'égalité, liberté, fraternité. Parce que l'Inde, au moment de son indépendance, voulait s'inscrire dans l'esprit de la Révolution française. Et ce qui me frappe toujours, c'est que la France est attendue, admirée, aimée, et elle a montré à quel point elle était aimée et admirée, hélas, après les attentats. Et la France doit s'aimer elle-même. Elle doit prendre conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle porte comme idée. Vous le savez, parce que vous aimez passionnément la France. Vous l'aimez passionnément parce qu'elle vous a accueilli, sans doute, mais parce que vous y avez ici des racines qui ne sont pas des racines qui remontent à loin,
mais qui sont des racines tellement profondes, parce que vous avez, par vos familles, adhéré à l'esprit de la France. Sans doute même, vos familles, pensez à la France sans la connaître. Imaginez la France, rêvez de la France. Et vous n'êtes pas une communauté, vous êtes des compatriotes qui ont en partage une histoire, celle de vos familles, celle d'une terre dont vous portez le souvenir et que vous avez enraciné dans celle de la France. Il n'y a qu'une seule France, qu'une seule République. Mais il n'y a pas qu'une seule sorte de Français. Chacun vient avec son parcours, ses convictions, ses croyances. Et la France ne demande à personne de les renier. Elle n'exige pas de ses citoyens d'oublier leurs origines pour être français. La force de la France, c'est de n'être lié ni par le sang, ni par la religion, ni même par une culture unique, mais d'être porté par des valeurs partagées. Le peuple français, en fait, est une addition, une agrégation de multiples destins personnels qui font un destin collectif. Ces valeurs que nous portons sont notre identité. Et c'est la raison pour laquelle la République doit réprimer sévèrement les actes comme les propos qui véhiculent la haine, le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme. Mesdames et messieurs, Français d'origine arménienne, vous êtes un lien tellement précieux entre notre pays et cette terre lointaine, où vous avez les racines des générations qui vous ont précédé. Je voulais, au terme de ce propos, vous remercier. Vous remercier pour votre engagement pour la République. Vous remercier pour votre attachement à la France, pour votre aussi contribution au progrès, aux avancées de notre pays dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels. Vous dire que c'est votre vitalité qui fait la France. Merci d'être français. Monsieur Recep Zarakoglu, éditeur, défenseur des droits de l'homme en Turquie. Le premier à avoir traduit des livres sur le génocide arménien en Turquie, notamment ceux de l'historien Yves Ternon. Monsieur Ali Erkel, militant associatif en Allemagne, qui fut à l'origine d'une pétition en faveur de la reconnaissance du génocide arménien, signée par plus de 50 000 Turcs d'Allemagne. Monsieur Bernard-Henri Lévy, qui s'est engagé en première ligne dans le combat pour la pénalisation des négationnistes depuis 2007 à l'unité. Monsieur Erol Özkoray, journaliste et éditeur turc, qui le premier s'est engagé en Turquie pour la pénalisation du négationnisme. Et enfin, Charles Aznavour, ambassadeur itinérant de l'Arménie à l'UNESCO et symbole thématique de la synthèse entre le monde arménien et la France. Pour remettre les médailles du courage de 2016, j'appelle les co-présidents du CCAF, Arat Ohanian et Mourad Papazian, ainsi qu'Alexis Kovsian, qui fut le premier président du CCAF. La première médaille du courage sera remise à Madame Anne Hidalgo, maire de Paris.
personnellement de remettre cette médaille à Madame Anne Hidalgo, que nous connaissons depuis longtemps, qui fait preuve d'une fidélité à toute épreuve à la cause arménienne, qui était déjà là lorsqu'elle n'était pas maire de Paris et qui a poursuivi en tant que maire de Paris son action en faveur de la cause et de la communauté arménienne. La médaille du courage est une force de symbole puisqu'elle est remise à des personnalités dont l'engagement est sans faille et ne fait aucun doute. J'ai parlé du passé d'Anne Hidalgo, mais également en 2015, elle a su de manière spectaculaire marquer son soutien à la commémoration du 100e anniversaire du génocide arménien, notamment avec cette formidable exposition à la mairie de Paris sur le génocide arménien qui a duré 4 mois, et qui a vu se succéder des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, parisiens, touristes, qui venaient de toute la France et de l'étranger. Merci pour cette formidable initiative d'information et de pédagogie. Anne Hidalgo nous a également accompagnés dans la délégation présidentielle en Arménie le 24 avril et, don d'ubiquité, elle était là aussi à Paris le soir à Comitat pour la commémoration. Et elle a pris l'initiative également, ce jour-là, de manière tout à fait symbolique, d'éteindre la tour Eiffel un long moment et d'empêcher que celle-ci scintille. Et c'était une première. Merci, c'est un exemple de son engagement. Voilà. Donc, je vous dis, elle va exprimer le numéro bien au prochain. Monsieur le Président, cher Valérie, c'est un immense honneur, surtout après les noms prestigieux qui nous ont précédés, qui m'ont précédé. Et sachez que je la prends vraiment comme aussi une marque d'amitié. Je veux vous le dire, c'est vrai que l'histoire de cette belle communauté arménienne, qui est une composante complète de notre identité nationale, est aussi une composante magnifique de notre société parisienne. En fait, l'histoire des Arméniens est une histoire commune à des milliers de Parisiens. Dans cette ville, elle a une résonance très forte. Et cette histoire à la fois d'immigration, de réfugiés, de femmes et d'hommes qui voulaient que leurs enfants s'en sortent, qui ont beaucoup misé sur cette République à laquelle ils croyaient et ils croient, qui ont beaucoup misé sur le travail, s'intégrer par l'éducation. Cette histoire-là est une histoire magnifique et la transmission de cette histoire n'est pas simplement l'affaire des Arméniens. C'est un message universel et c'est aussi ce message universel que vous portez admirablement. C'est pour ça que je garderai des images très très fortes de ces commémorations de 2015. Oui, le voyage avec M. le Président de la République en Arménie et son discours. Je garderai aussi cette image de cette tour Eiffel qui s'éteint en signe de deuil. Et puis, un moment un peu particulier, puisque nous avions démarré les commémorations ainsi, les 100 roses que nous avons plantées au pied de la statue de Victor. Et un hommage aux mais dont maintenant ces roses symbolisent toute l'énergie de vie et la beauté de la vie. Merci. On associe évidemment à l'hommage qui a été rendu par Mourad Papazian à Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris. La lutte a été très très dure entre nous deux pour savoir après lui remettre cette médaille. Je suis un peu jaloux, mais je voulais dire que je m'associe cette entreprise. Parce que c'est totalement partagé. Je voulais également rappeler que vous avez hébergé, l'hôtel de ville a également hébergé
l'initiative de Frédéric Ancel dans son séminaire contre le négationnisme. C'était aussi une très belle réunion que je salue également pour Frédéric Ancel qui est très Alors oui, la thématique de ce soir, c'est les Arméniens et la République. Et évidemment, dans cette thématique, comment ne pas penser à l'un des Arméniens les plus connus, les plus prestigieux de France, juste après peut-être Charles Aznavour, qui a été d'ailleurs le premier Arménien auquel on a attribué cette médaille du courage, puisque les autres étaient des personnalités turques, des défenseurs des droits de l'homme qui s'étaient engagés en faveur de la cause arménienne. Donc l'année dernière, nous avons voulu, pour des raisons évidentes, saluer et remettre cette médaille à Charles Aznavour, mais évidemment, nous avons un autre grand Arménien dont nous sommes très très fiers. Nous sommes fiers de lui non seulement parce qu'il a été de tous les combats de la cause arménienne depuis je ne dirais pas combien d'années, qu'il avait défendu et qu'il avait trouvé les mots pour défendre devant l'Assemblée nationale en 2001 la loi de pénalisation du négationnisme, et il avait vraiment réussi à ce moment-là, je crois, à faire passer les messages et à créer une émotion. Mais ce qui nous importe le plus, et ce que nous voulons surtout saluer à travers lui, et je n'ai pas encore dit son nom, mais je pense que vous l'avez reconnu, c'est son engagement en tant que Français, aux plus hautes responsabilités, en tant qu'élu, en tant que parlementaire, en tant que président du conseil régional, départemental, en tant que ministre également. Et à chaque fois, il a assumé ses fonctions avec beaucoup de dignité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'intelligence. Et il nous a fait honneur et on voulait le remercier pour ça. Donc Patrick Demézian. Très franchement, ce n'est pas une médaille de remerciement, c'est un acte de complicité avec ceux qui me l'ont remis. Parce que ces combats, nous les avons partagés, naturellement. Et puis, je n'ai pas à être remercié parce que j'ai fait pour moi tout ce que j'ai pu faire, modestement et à ma mesure, j'ai fait pour moi, pour être bien à ma peau, pour bien vivre ce dont parlait le président tout à l'heure, avec beaucoup de justesse, monsieur. Je veux vous dire que je ne suis pas d'accord sur tout. Mais sur la cause arménienne, je connais votre engagement de longue date et je connais votre sincérité. Et j'y attache beaucoup de prix. Et le discours que vous avez fait tout à l'heure était un discours qui avait une élévation et qui avait un contenu, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce type de discours, inévitablement. Ce n'est pas un discours convenu, c'est un discours réfléchi, c'est un discours qui nous touche et qui veut dire quelque chose de profond et qui nous enfants immigrés, accueillis dans ce pays, montre que nous avons bien fait de venir ici. Nous y sommes. Merci pour tout.
demander de venir tout de suite. Marc Mougalian, bien sûr. On l'a dit, Marc Mougalian est ce héros du Thalys. C'est pas seulement une victime du Thalys, c'est un héros du Thalys. Et cette médaille, c'est la médaille du courage, et il nous semblait évidemment tout indiqué de la remettre à l'un de ceux qui, dans l'année 2015, a réalisé un des actes les plus courageux qui ait été, puisque son acte a permis de sauver probablement des centaines de vies dans ce train Amsterdam-Paris qui était menacé par un terroriste. Marc Mougalian, c'est celui qui a vu ce terroriste sortir des toilettes avec sa Kalachnikov, qui a demandé à sa femme de partir et qui s'est immédiatement précipité sur l'agresseur et avec un courage exemplaire qui lui a arraché sa mitraillette des mains. Ensuite, il a couru avec cette mitraillette dans le wagon. L'agresseur avait d'autres armes sur lui, il avait notamment un revolver. Il a tiré, il lui a logé une balle dans le cou. Marc Mougalian a failli payer de sa vie son acte de courage, mais en tous les cas, il nous a apporté à tous une bonne leçon. Vous savoir c'est une leçon de résistance. Et derrière cette leçon de résistance, le message, c'est que finalement, l'union fait la force. On essaye de le vivre au CCAS, puisque derrière son geste, il y a une solidarité des soldats américains qui ont neutralisé le terrorisme. Et puis aussi l'autre leçon, c'est qu'il n'y a que des batailles qu'on ne livre pas qu'on est sûr de perdre. Merci. Merci. Monsieur le Président de la République, Monsieur Tourignon, Monsieur Papaziou, Balazès. Ce soir, j'ai une pensée pour mon grand-père, Adik Mougalian, qui a quitté Kharkout, Arménie, en 1908 pour les États-Unis. Ayant perdu ses parents, il a fait semblant d'être le fils d'une passagère à bord d'un navire. Mais il était effectivement tout seul. Et moi, quand j'ai quitté les États-Unis pour faire ma vie en France, je suis venu tout seul ici aussi. Heureusement, ça s'est bien passé, et pour lui et pour moi. Alors je me demande ce que dirait mon grand-père s'il était là ce soir, s'il pouvait vous voir tous réunis, s'il savait que vous m'avez nommé pour recevoir la médaille de courage pour ce que j'ai fait à bord de Thalys le 21 août dernier. En fait, je pense savoir ce qu'il dirait. Il dirait Chanurel Gachou. Et moi aussi, je lui Chanurel Gachou.
Bien, c'est presque fini. Nous sommes à la dernière médaille, mais avant, mes amis, les co-présidents du CCAF ont souhaité que je dise quelques mots sur le CCAF et sur la loi que Monsieur le Président de la République vous avez bien voulu rappeler qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, en fait c'était demain, le 29 janvier 2000. Et le CCAF a aussi 15 ans, en janvier 2016, puisqu'il a été mis sur le primatisme pendant cette période. Et nous nous souvenons de tous les amis, sur tous les bancs, dans toutes les formations politiques, bien sûr vous-même, Monsieur le Président de la République, vous étiez à l'époque le secrétaire du Parti Socialiste, avec vos amis, avec Didier Migaud, avec René Roux, Jean-Paul Brett, bien d'autres, avec Claude Estier, que je souhaite remercier très sincèrement aujourd'hui pour tout le travail de fluidification qu'il a fait entre le Sénat et le gouvernement qui avait quelques réticences à l'époque. Et c'était une période qui était marquée aussi par d'autres formations politiques, par bien entendu les communistes. Et nous avons l'une de ces merveilleuses représentantes qui est ici, Hélène Luc, que je souhaite que l'on remercie. Hélène a beaucoup fait pour cette loi. Nous avions également, bien entendu, des élus centristes, depuis François Bayrou, président de l'UDF à l'époque, François Rochefoucauld, André Santini, Louis Guissard, bien d'autres, le RPR de l'époque avec Michel Alliot-Marie, Patrick Devedjian, Jean-Claude Gaudin, et tous ceux qui ont beaucoup travaillé. Il y a trop de noms à citer et ça serait en tous les cas faire injure à ceux qu'on oublierait. Mais ce qui est évident, c'est que ce travail a été réalisé parce qu'il y avait une volonté commune, et cette volonté c'était celle du CCAF, et en tous les cas des organisations arméniennes de France qui ont su se rassembler et qui ont su créer l'esprit d'union. Et je souhaite saluer ici les deux co-présidents qui aujourd'hui ont perduré à travers toute la France, puisque le CCAF ce n'est pas que Paris, même si Paris est important. Le CCAF n'est pas que l'Île-de-France, même si l'Île-de-France est une région importante, première d'Europe, n'est-ce pas, Madame la Présidente, mais nous avons aussi tout le centre de France, avec Lyon, avec toutes les régions, et aussi le sud de la France qui est très mais cette loi, Monsieur le Président, je voudrais avoir une pensée particulière ce soir pour celui qui l'a promulgué. Le Président parle, c'est toute la communauté arménienne de France qui parle. Et c'est ainsi, et je crois que c'est quelque chose qui est important à souligner. Nous avons aussi donc une dernière médaille à remettre, et nous avons une tradition. Cette tradition, c'est aussi d'honorer quelqu'un qui n'est pas de France, quelqu'un qui n'est pas d'origine arménienne, quelqu'un qui n'est pas forcément européen, et qui œuvre pour les droits de l'homme, pour des causes justes, et qui se bat avec courage et détermination. Cette année, nous avons la chance d'avoir avec nous une femme exceptionnelle qui s'appelle Meral Chilbi, qui est la vice-présidente. Qui est la vice-présidente nationale de l'Organisation des droits de l'homme en Turquie. Oh. Il y a l'État turc, dont nous avons beaucoup parlé, mais il y a aussi le peuple turc. Il y a le peuple turc, il y a des militants, il y a des intellectuels, il y a des responsables, et tous ceux qui se battent tous les jours
pour leurs droits, pour que les choses aillent un peu mieux dans leur pays. Et en même temps, ils se battent pour des questions fondamentales comme celle relative à la reconnaissance du génocide arménien, à la réparation de ses conséquences. C'est tout cela que fait cette organisation, qui organise d'ailleurs tous les ans, le 24 avril, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, sur la place de Taksim, qui est devenue célèbre depuis quelques émeutes. Sur cette place, le 24 avril, est commémoré en Turquie. J'y étais il y a 2-3 ans avec Benjamin Artan, ici présent, et beaucoup d'autres, et je peux vous dire l'importance du travail qui est fait. Nous sommes donc très fiers d'avoir Madame Djinjir, le vice-présidente nationale de cette organisation. La plupart d'entre vous connaissent bien cette organisation, puisque vous connaissez surtout Aïché Gunaïsou et bien d'autres personnes qui travaillent dans ce pays pour la reconnaissance du génocide, mais aussi ils considèrent que si le passé n'est pas apuré, il ne peut y avoir de présent et avenir de paix, de justice et de sérénité. Aujourd'hui, à travers vous, Madame, le CCAF souhaite saluer et remercier tous ceux qui, de plus en plus nombreux, se battent au quotidien pour des valeurs de respect, de liberté, d'équité, surtout de dignité, pour une société apaisée, qui notamment se réconcilie avec son passé, qui reconnaît le génocide et qui permet à chacun de regarder avec plus de autres dans la même direction. Une société en somme qui comprend la fraternité qui nous est aujourd'hui comme ailleurs si nécessaire. Vous êtes une femme exemplaire et lorsqu'on parle de courage en France ou ailleurs, on doit penser à ce courage pour ces femmes et ces hommes en Turquie parce que le courage, ça veut dire quelque chose lorsqu'on est menacé tous les jours par cette. Merci. Sayın Fransa Cumhurbaşkanı, Sayın Ermenistan Büyükelçisi, saygıdeğer davetliler. SSAF'nin bu yıl cesaret madalyasına derneğimizi layık görmesi bizim için büyük bir onur. Zaman kazanmak açısından derneğimizin konuşmasını Fransızca sunacak olan arkadaşıma sözü bırakmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur d'Arménie, honorables invités, pour ne pas faire très long, elle a poussé son discours en turc pour que je lise le texte qu'elle avait préparé en français directement. Donc je vais lire ce qu'elle avait préparé. Je vous ai amené de Turquie des salutations, des remerciements et les sentiments les plus respectueux des dirigeants de l'association de droits de l'homme et tous ses membres ainsi que leurs meilleurs voeux. Le CCAF nous a honorés en attribuant cette année à notre association sa médaille de courage. Ce prix nous a été décerné parce que nous avons œuvré pour la reconnaissance du génocide des Arméniennes par l'État turc et par la société turque. Parce que nous avons mené des actions afin que le négationnisme du génocide cesse enfin. Pourtant, nous n'avons pas réalisé toutes ces actions parce que nous sommes courageux. Nous les avons faites parce que ce sont les devoirs fondamentaux des défenseurs des droits de l'homme. C'est notre devoir en tant qu'être humain et nous allons les poursuivre. Mais nous ne sommes pas fiers de nos actions. On ne s'en vante pas non plus. Au contraire, nous sommes conscients que c'est très peu, c'est pourquoi nous en sommes désolés. En tant qu'habitants de la Turquie, nous ressentons la honte du génocide et sa négation. Le pays d'où je viens, dont je suis le citoyen, se trouve depuis 100 ans
sous la responsabilité de lourd poids du crime commis. Si le génocide était connu, si la Turquie s'était repentie et avait cherché à retrouver des moyens de réparation, elle ne commettrait pas des crimes qui l'ont suivi, ni les crimes actuels. Jusqu'à ce que la Turquie ne reconnaisse le génocide et répare ses dommages, la Turquie ne pourra pas se libérer de cette malédiction et ne pourra pas devenir le pays où règne la démocratie, les droits de l'homme et la paix. Bravo! Aujourd'hui, 100 ans après le génocide des Arméniens, nous observons la tentative de génocide contre les Kurdes. Les villes, les villages, les quartiers où les Kurdes vivent sont bombardés et attaqués avec des artilleries lourdes. Les blessés sont abandonnés pour qu'ils meurent d'hémorragie. Les citoyens n'arrivent pas à enterrer leurs morts. L'armée turque mène une guerre contre ses propres citoyens sur les terres qui étaient jadis la patrie commune des Arméniens, et les Kurdes coulent encore une fois des larmes de sang aujourd'hui. Les liens des événements actuels avec le génocide des Arméniens est prononcé par les officiers de l'État dans les rues de Cizre. Les véhicules blindés de la police roulent en annonçant « Vous êtes tous des Arméniens ». Les vidéos de ces scènes ont été enregistrées et mises en ligne par la police elle-même. C'est la preuve concrète que la négation continue à engendrer la haine, car le mot arménien est encore une fois utilisé en tant qu'insulte et dans le but d'accuser des Kurdes. Ceci est révélateur pour nous montrer que la politique de l'État génocidaire est toujours en vigueur. Cette médaille que vous nous donnez va nous renforcer pour la poursuite de notre combat. Nous allons l'apporter avec fierté. Nous allons continuer à être la voix de l'exigence de justice en Turquie. Je vous en remercie encore une fois. Je vous salue tous avec respect. S'il vous plaît, est-ce que les 4 personnalités qui viennent d'être honorées pourraient se rapprocher du président de la République pour qu'on puisse les prendre? Voilà, marquer cette soirée. Attends, ils vont se mettre dans l'autre sens. Moi, il va faire attends, là. Là, c'est mieux. Ouais. Vas-y. Bah oui, quand il. Ouais. Attends, comment il va faire? On va passer.
Allez, qu'est-ce que tu vas prendre? Allez, Alexis, tu peux nous l'envoyer après, Alexis. Bah oui, non.